le matin à 11h, 11h15, je reçois un SMS qui me dit si je suis volontaire ou non, disponible ou non pour pouvoir partir. À 13h30, 14h, je reçois un message de confirmation en me disant si vous recevez ce message, c'est que vous êtes susceptible de partir sur Beyrouth. Donc rendez-vous à 19h aux abattoirs à Limoges, avec sans oublier d'envoyer une photocopie du passeport pour être sûr qu'on soit à jour, quoi. شباب هيدا أنا تحت هون ما في بناية فوق الثاني ما في بناية فوق الثاني الله يعين العالم هيدا البور. Et puis dans la foulée, on fait les sacs. Et vu les horaires qu'on a qui sont un peu restreintes, on se dépêche à partir, quoi. La première impression, c'est qu'on arrive sur place dans un pays où on voit énormément de gens en treillis. Ça, je l'ai connu dans des pays en guerre. Et là, je me posais quand même la question, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Une explosion, bon ok d'accord, il va y avoir beaucoup de victimes, beaucoup de blessés. Et là, on s'est rendu compte qu'on était dans un endroit où on arrivait pratiquement au milieu de guerre. Parce que déjà, ils suspectaient un acte de terrorisme par rapport à l'explosion. Et donc, l'armée a mis la mainmise sur l'aéroport, sur le port même où il y a eu l'épicentre de l'explosion. Et tout autour, il y avait un genre de checkpoint. Ça, c'était poste de contrôle où vérifier les papiers, etc. Et ça, c'était quand même impressionnant parce que on sentait quand même de la tension. Ça m'a scotché parce que j'ai déjà vu des explosions avec des missiles, un obus, une bombe, mais j'ai jamais vu autant de dégâts en une seule fois, quoi. Quand on arrive dans un endroit de ce style-là, on sait qu'il y a eu la guerre, ou qu'il y a eu des événements, mais qui ont duré des semaines, des mois, voire quelques années. Là, en une seule fois, c'était un paysage qui ressemblait un peu à un paysage de science-fiction par endroits, quoi. Déjà, la mission, on se dit, déjà, si on doit récupérer des gens vivants, ça va être compliqué. Parce que quand on nous a expliqué qu'il y avait un trou qui faisait pratiquement une centaine de mètres de largeur sur plus de 40 mètres de profondeur, donc on va dire pratiquement un bâtiment de 15 étages, déjà c'est fantastique, quoi. Donc déjà on se dit, les vivants, à mon avis, il ne va pas avoir grand-chose. On imaginait qu'il y avait un camion de pompiers, a priori 9 pompiers plus une infirmière sur place. Mais on savait que ça allait être difficile, quoi. Les bâtiments, pratiquement, comme je disais la dernière fois, si on prend un compas de 4 km de rayon tout autour, tous les bâtiments, pratiquement, déjà ont été secoués, surtout tous ceux qui étaient à proximité. Tout ce qui était en métallique, il n'y a pratiquement plus rien. Il y avait un immense tas de ferraille et des milliers de vitres ont explosé. Là, on se dit qu'on va avoir beaucoup de travail, on va agir en tant que pompier, on va faire du secourisme tous les jours, quoi. Tous les jours, puis non-stop. Donc déjà on s'organise, on prépare des équipes. Donc il nous fallait au moins 2 équipes minimum, plus savoir la zone où on allait travailler, pour qu'on puisse faire du découpage. Et chaque jour, voire chaque nuit, on allait travailler zone par zone pour être sûr de rien oublier, quoi. Notre rôle, c'était déterminé par le gouverneur qui nous a récupérés sur place avec le responsable des pompiers de Beyrouth. Et ils nous ont expliqué qu'ils avaient perdu 9 personnes de chez eux, plus une infirmière, donc ça faisait 10, et qu'ils voulaient à tout prix qu'on retrouve les gens, pour que les familles, les amis, et même la population, parce que les pompiers c'est quand même assez important, surtout à l'étranger, on s'est rendu compte qu'à Beyrouth c'était énorme. Et donc tout le monde voulait retrouver les pompiers qui étaient sur place, quoi.
Ah, dans le cas d'un homme, c'est un peu compliqué parce que déjà, vu l'explosion, on savait que les gens qu'on allait retrouver, malheureusement, ça allait être beaucoup de gens en pulse. Je dis ça pour pas dire autre chose. Le miracle, on espère toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait survécu à un truc de ce style-là, mais bon, sachant qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de gravats qui sont écroulés, vu la déflagration, on a su aussi avec le temps que les gens qui étaient sur place avaient implosé de l'intérieur. Ça, c'est un truc que je ne savais même pas que ça pouvait se faire. Donc là, c'était dur quand même. Oui, à partir du moment où on retrouvait quelque chose ou quelqu'un, on savait qu'enfin, c'est sûr que ça n'allait pas atténuer le malheur des gens, mais le fait de les retrouver, ils allaient pouvoir faire leur deuil. Des experts allaient pouvoir les reconstituer pour les mettre en terre. Et ça, pour nous, c'était important. C'était même très important. Sachant qu'on nous avait dit que normalement, on savait très bien pourquoi on partait. On part souvent, comme je vous dis, pour des tremblements de terre, des tsunamis ou autre chose. Mais il y a toujours des chances de retrouver quelqu'un. Des fois oui, des fois non. Là, déjà c'est compliqué. Là, on nous a demandé de rechercher des morts, quoi. Ça se fait toujours. Les morts, en cherchant des vivants, on retrouve toujours des morts. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, là, c'était un peu plus compliqué pour nous, quoi. Ça, j'ai jamais vu dans des pays en guerre une solidarité pareille, parce que le Covid, ça a envenimé, ça a enfoncé le clou. Et là, j'ai vu des centaines, voire des milliers de gens avec des balais, des jeunes de tout âge, balais, des pelles pour ramasser les bouts de verre qu'il y avait de partout. Donner un coup de main à tout le monde pour nettoyer un petit peu leur maison. Ouais, c'était énorme, j'ai jamais vu ça. Une solidarité pareille, j'ai jamais connu ça. C'était énorme. Ça, j'ai jamais vu ça. Les gens avaient le sourire en disant, de toute façon, on est habitué aux guerres, c'est pas ça qui va nous démoraliser, donc ils repartaient. Et puis j'ai vu des gens qui étaient chrétiennes ou musulmanes, et ça c'est pareil, ça j'ai jamais vu non plus. Il y a toujours une animosité entre l'une ou l'autre, donc ça fait un peu des guerres de religion, tout le monde connaît, hein, j'apprends rien à personne. Et là, on voyait tout le monde main dans la main, puis on nous expliquait, deux demoiselles, qui nous expliquaient qu'elle était musulmane, l'autre était chrétienne, et puis le soir, chacun faisait sa religion à la maison, sans embêter personne. Et par contre, tous les jours, tout le monde était là pour donner un coup de main à tout le monde. Chrétien, pas chrétien. J'ai jamais vu ça, quoi. Après, plus l'événement est grave, plus on a envie d'y aller pour s'investir, pour faire... si tout le monde peut amener une pierre à l'édifice, ça n'est pas plus mal que ça. Après, pourquoi on fait ça? Je pense qu'on aime ça ou on n'aime pas, quoi. Nous, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas donner de l'argent à tout le monde comme ça. Si tout le monde le saurait, si donner à toutes les associations, c'est pas possible. Par contre, si on peut contribuer, ne serait-ce qu'à aider en tant que pompier ou en tant que même porte-brancard, n'importe quoi, si on peut le faire, c'est pas plus mal. Juste pour aider les gens, c'est bien. Je serve au moins à quelque chose, quoi. Et après, combien de fois on me dit, mais comment ça se fait, tu fais des trucs comme ça, c'est même pas rémunéré, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que l'argent, c'est une chose, mais là, les remerciements, quand on voit dans les yeux des gens comment ils nous regardent et comment ils nous remercient, ça vaut tout l'or du monde, quoi.